Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez un peu mon travail, vous savez que j'ai une réelle fascination pour le sujet de la responsabilité des créatifs, sur la façon dont nos œuvres vont formater la société et les esprits. Dans Sambre, Marc Herpoux fait un choix audacieux et fait du violeur en série Dino Scala le personnage principal du dernier épisode de la série. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander si, à l'instar d'un Scarface, il ne craignait pas que ce choix valorise le criminel. Vous allez voir, sa réponse est passionnante. D'abord, il y a un truc qu'il faut accepter, et Oliver Stone a mis du temps à l'accepter. Cut! That's a fucking joke, right? Come on up, are you sure? Mais il a fini pas. Il n'a pas le choix de toute façon. Killing you and what you represent is a statement. Il y a un moment où une œuvre t'échappe. Tout ce que j'ai pu faire, y compris les gens qui ont aimé certains de mes travaux, tenaient des fois des propos sur mes travaux qui n'avaient rien à voir avec ce que moi j'avais voulu foutre dedans. Et eux le voyaient comme un truc très bien. C'est-à-dire qu'ils, à un moment, ils venaient vers moi et disaient « Ah putain, c'est bien que tu as abordé ça sous tel angle et que tu as abordé tel sujet de telle façon, etc. » C'était un compliment, donc je n'avais pas à les contredire. Puis la personne commence à m'expliquer les scènes, les trucs. « Ah oui, d'accord. Ok, tu vois ça comme ça. Bon, je veux dire, t'y réchappes pas. Je pense n'importe quelle œuvre, que ce soit une BD, un truc, n'importe quoi, t'y réchappes pas. Même un roman avec un texte. Sinon, après, le danger, c'est que le texte est explicatif. Alors là, pour le coup, il n'y a plus aucune issue, donc c'est ça, et pas autre chose. C'est sursignifiant. L'ambiguïté fait partie de la complexité. Là, je resterai justement dans la philo avec Edgar Morin. Complexus, c'est-à-dire tisser ensemble. Et donc, ce que tu penses être la résolution d'un problème est en réalité un autre problème qui va naître. On le voit là avec le capitalisme qui pouvait a priori résoudre plein de problèmes par rapport au confort, par rapport au bien-être humain, etc. et qui aujourd'hui est en train de détruire littéralement la planète. Et donc, du coup, c'est plus du tout une bonne chose. Donc, c'est tissé. Parce que tu peux pas faire de la production sans rentrer dans une forme de productivisme, sans derrière détruire. Bon, ça, t'imagines bien que les gens au 19e siècle, ils n'ont pas du tout ce truc-là en tête. Ils sont pas du tout en train de se dire, nous sommes en train de détruire. Pas du tout. Ils sont dans le progrès. Tu ne vois pas sur le moment. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas être omnipotent et omniscient, et tu ne peux pas voir comment l'œuvre va être reçue, comment elle va être interprétée, comment elle va être... Donc sur le moment, toi, tu as envie de faire passer quelque chose, mais il faut que tu restes complexe. Sinon, ça sonne faux. Sinon, on voit bah ouais, le méchant, il fait... On le voit, donc il est méchant. Si on est dans le conte, c'est pas un problème, parce que t'as un méchant. Bon, dans le conte, t'as un méchant. Dans le mythe, c'est déjà un peu plus emmerdant. Mais alors, dans le drame réaliste, je suis désolé, mais les méchants, ils n'existent pas dans le drame réaliste. Enzo n'est pas un méchant, c'est un violeur, et il mérite sa condamnation, mais c'est pas un méchant, ça n'a aucun sens. Il y a comme les monstres, ça n'existe pas. C'est ça qui est beau d'ailleurs dans La Chute. Dans La Chute, tu vois pas des monstres, tu vois des gens médiocres, c'est ça qui est beau dans La Chute. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Fait que tu vois des gens médiocres, pathétiques, dans leur système de croyance, jusqu'où ils vont aller jusqu'à suicider leurs enfants. C'est des gens... T'as absolument pas envie de leur ressembler. Après, s'il y a des gens qui voient là-dedans une grandeur, je fais exprès, restons sur La Chute, des néo-nazis qui trouvent même le film très bien, je sais pas si d'ailleurs ils trouvent le film très bien. Imaginons que le gars il regarde ça et il dit « Oh, regardez, ce sacrifice à la fin pour la nation, la grandeur de l'Allemagne, ils vont jusqu'à sacrifier leurs enfants. » Qu'est-ce que tu veux faire d'un mec comme ça? Tu peux pas aller lui dire « Non mais c'est pas ça l'œuvre. » Tu peux pas. Tu te dis, mais tu vois ça comme... Mais, ah ouais, t'es tordu. Le gars, lui, il voit ça comme ça. Et tu peux pas lui faire voir la chose autrement. C'est son logiciel à lui, c'est son mode de pensée, c'est pas du tout le tien. Toi, t'as pas du tout créé l'œuvre pour ça. Si maintenant, t'as le gars, lui, c'est sa grille de lecture, il va réinterpréter le truc. Alors là, pour le coup, moi, c'est vrai que les réinterprétations que j'ai eues de mes œuvres ne m'ont pas posé problème. Pour Oliver Stone, je comprends qu'il soit dans la merde, parce que ça m'est pas encore arrivé, mais ça pourrait très bien m'arriver demain, de dénoncer un truc à travers un personnage, et puis en fait, t'as quelques personnes qui commencent à dire « Ah, mais ce personnage, il est formidable, il est passionnant, il est... Ah, qu'est-ce que j'ai envie de lui ressembler ?» Bon, ça a été le cas aussi de Paul Schrader, avec Taxi Driver. You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay.
Paul Schrader, quand il crée Taxi Driver, il commence à avoir des gens. Là, c'est encore Wall Street, on voit bien la dimension du gars qui a blindé, qui machin comme Scarface, il va devenir maître du monde. Bon, on a envie de cette ascension-là. Bon, à la limite. Mais alors Taxi Driver, Travis, qui c'est qui a envie de ressembler au côté suicidaire, pathétique, médiocre de Travis. Ben, il y avait des gens, alors, ils ne disaient pas qu'ils allaient lui ressembler. Ils disaient, je comprends ce gars-là, alors ça, à la limite, je comprends, c'est pas un problème, mais sous-entendu, j'adhère à ce qu'il fait. Moi, je pourrais faire ça. Schrader disait, c'est la même chose d'ailleurs que Alan Moore avec Watchmen, où les gens, il y en avait qui aimaient bien Rorschach, qui disaient, moi je me retrouve dans Rorschach. De tous les personnages, mon préféré, c'est celui-là. J'ai envie de lui ressembler. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que disait Alan Moore, il disait, si tu ressembles vraiment à Rorschach, éloigne-toi de moi. Tu vois, évidemment qu'Alan Moore a pensé à ce personnage comme détestable. Il n'a pas pensé ce personnage comme étant c'est un justicier dans la ville à la Charles Bronson, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Et ça, je pense que ça joue aussi. Il faut aussi prendre en compte l'ère du temps. Au moment où Scarface sort, je pense qu'il y a moins de gens aujourd'hui, à l'époque, qui aujourd'hui ont envie d'être une sorte de Scarface parce qu'il y a une espèce de revanche, d'envie de revanche. He loved the American dream. With a vengeance. Et nous sommes aujourd'hui dans une époque qui est dans une tentation fasciste, au sens global, dans le monde. Et donc, il y a aussi ce truc-là. Tu peux aussi avoir envie d'interpréter les choses parce qu'elles sont liées à un air du temps. Il est vrai que Rorschach, et d'ailleurs on le voit bien dans l'adaptation que j'aime moyennement de Zack Snyder, il a laissé énormément de place à Rorschach et lui... Alors, c'est pas qu'il a... C'est vrai que toutes les scènes, elles sont dans la BD, mais la manière dont il les filme, il en a fait un personnage séduisant, ce qui n'est pas du tout le cas dans la BD. Soon there will be war. Millions will perish in sickness and misery. Why does one death matter against so many? Because there is good and evil must be punished, even in the face of Armageddon. I will not compromise in this. Et là, tu sens, mais ça va avec aussi ce que... C'est intéressant, ça va avec aussi ce que fait Zack Snyder, avec la carrière de Zack Snyder. Quand il fait 300, c'est Frank Miller. Hein. Frank Miller, tout le monde connaît les idées de Frank Miller, il s'en cache pas. Et donc derrière, quand lui reprend Frank Miller, c'est pas Alan Moore, c'est pas la même école. Quand il prend d'un seul coup une œuvre comme Watchmen, derrière, il projette ses propres fantasmes à lui. Frank Miller, c'est un petit peu la même chose avec Christopher Nolan quand il fait le Batman. Spent a lot of time being scared for you. I heard you were back. But the man I loved, the man who vanished, never came back. He's here. Who? The Batman. On sent qu'il y a une envie un petit peu d'aller vers une fascisation de ces héros, avec une séduction derrière, une envie de séduire derrière, et ça va avec notre époque, ça va avec l'ère du temps. Est-ce qu'eux-mêmes sont conscients de ça? C'est même pas certain, tu vois, pour aller au bout de ta question. C'est-à-dire que en ce que toi, en tant qu'auteur, mais est-ce que tu es toi-même conscient? Quand je parlais d'esprit critique et de penser contre soi-même, toi-même, tu peux te laisser séduire par l'ère du temps. Aujourd'hui, tu peux être séduit par un héros un peu violent, un peu brutal, qui a envie de ramener de l'ordre dans la société, parce que c'est l'ère du temps, et te dira, Rotaillot, l'ordre, l'ordre et l'ordre, pourquoi pas, ça peut être pas mal, l'ordre, bon, et d'aller là-dedans, de faire un justicier dans la ville sans même te rendre compte que tu es en train de proposer un ressuscité de tout ça, et d'avoir des gens qui vont capturé par le truc, dire c'est formidable, ah c'est bien, tu remets la justice au centre de tout, toi très fier, ouais parce que moi je trouve qu'en ce moment l'injustice c'est très grave, sans te rendre compte peut-être que dans 20 ans quand on va revoir ton travail, on va se dire waouh c'était dans l'air du temps, c'était bien tendu, donc c'est très très compliqué, très compliqué. La seule chose dont on était sûr avec Jean-Xavier, c'était il faut faire attention qu'il n'y ait pas de complaisance. Il m'a relevé d'un coup sec comme ça en me tirant vers le haut.
avec son espèce de corde, là. Et moi, j'arrivais plus du tout à respirer. Et lui, il a continué à tirer. J'ai cru qu'il allait me tuer. Ce qu'on appelle la complaisance, c'est, tu vois, par exemple, il y a un moment, la scène de viol dans le début de l'épisode 6, elle a été écrite. Je l'avais pensé comme, il attaquait la jeune femme, donc c'est le teaser de l'épisode 6, du dernier, hein, et au moment où il la viole, la caméra se détourne, comme ça elle ne voulait pas voir ce qui se passait, et elle faisait 360 degrés. Et donc tout se passait par le son. On entendait, on voyait rien, on voyait les plaines, on voyait ce qu'il y avait comme ça, le décor, des gens qui traversent mais qui voient rien, on voyait comme ça. Donc c'était de l'anti, pour le dire comme ça, c'était de l'anti irréversible de Gaspar Noé, où on est plein pot et on reste comme ça avec une dimension voyeur volontairement, tiens, je te mets en position de voyeur de quelque chose de détestable. Bon. Là, c'était l'antithèse. Et quand on revenait, c'était fini, et il disait, maintenant tu comptes jusqu'à 50, et lui se barrait. Et là, on restait sur elle, qui comptait jusqu'à 50. Bon. Au montage, il enlève Jean-Xavier. Et il a raison. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis, t'as beau pourtant exprimer l'antithèse d'un Gaspar Noé, à dire je détourne le regard, oui, mais le seul fait d'obliger le spectateur à supporter pendant je ne sais pas combien de temps durait le panoramique, mais à supporter 2-3 minutes de son off, pourquoi faire ça? Il n'y a pas de raison. Donc, si ce n'était faire comprendre, regardez, c'est atroce, oui, on sait que c'est atroce. Donc, ça n'apportait rien, ça n'apportait pas un regard super intéressant. Et c'est là où on peut tomber dans une forme de complaisance. Sur le moment, encore une fois, il y a ce qui est écrit. Ça marchait comme ça, fantasmé dans un scénario, parce qu'en fait, tu lis 3 lignes, mais quand tu dois supporter 3 minutes non, c'est insupportable. Tu te dis, pourquoi faire ça? Quel est l'intérêt? Ça te fait jouir d'une certaine façon en tant qu'auteur d'imposer ça au spectateur. Bon. Donc, et ça ne veut pas dire du tout que j'aime pas les œuvres noires. Hein. Il y a des œuvres noires, je pense à Requiem for a Dream, par exemple, qui est une œuvre magistrale pour moi. The money is not the problem. What is the problem? I don't know what I'm gonna have to do to get it. Really sorry, Marion. You're the most beautiful girl in the world. You're my dream. C'est d'une noirceur absolue, on vient de parler de Taxi Driver, c'est des noirceurs absolue, mais ça fait sens, tu es vraiment sans arrêt dans quelque chose qui fait sens. On sent que la personne a envie de te faire partager un vécu intérieur désespérant, mais ça t'apporte, ça t'enrichit. Et c'est pas une jouissance sadique, morbide, qui ne t'apporte rien. Donc c'est ces questions-là qu'on peut en effet se poser. Pourquoi tu veux faire vivre ça au spectateur? Ouais, ça, c'est toujours des vraies questions. Pourquoi tu veux faire... Qu'est-ce que ça véhicule? Encore une fois, on revient à s'étonner. En quoi le spectateur va s'étonner de quelque chose? En quoi il va, d'un seul coup, penser contre lui-même à travers cette œuvre? D'un seul coup, il va se dire « Ah putain, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas réfléchi à ça. » Moi, c'est ce que j'attends en tant que spectateur. Donc ça peut être très sombre, très noir. Je peux tout à fait accepter de me taper 2 heures d'un truc glauquissime, pourvu qu'à la fin, je me dise « Putain, c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça. Je vais penser les choses autrement, je vais essayer de réfléchir au monde qui m'entoure, à moi-même, etc., différemment. » Et encore une fois, à la fin, ça t'échappe. Il y a ce que toi, tu as voulu mettre, et à la fin, c'est ce que l'autre va vouloir projeter sur ton œuvre. Et ça, on peut pas le foutre de côté, on peut pas le nier. Ça existe, c'est là.